Bien, bonjour à tous. Merci de participer donc à ce retour d'expérience. Nous allons partir à Perpignan où va donc nous être présentée la relocalisation et la création d'emplois par l'implantation d'une filière textile en cœur de quartier Saint-Jacques. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir pour cette session Monsieur Philippe Mosselin, directeur général des services à la mairie de Perpignan, et Michael Maras, président et directeur général de Perpigne. Quelques petites précisions techniques. Vous pouvez poser des questions dans le fil de discussion via le chat qui se situe donc en bas de votre écran et à peu près au milieu, où vous pourrez également lever la main pour intervenir directement après la présentation. On remercie Marianne Cuoc, David 16 et Nicolas Leroux, nos experts en rue, donc qui ont préparé cette session. Et comme je vous l'ai dit, donc nous allons évoquer l'installation d'un atelier de confection en cœur de quartier. Mais avant la présentation donc de Monsieur Maras, je vais passer la parole à Monsieur Mosselin pour quelques éléments de contexte. Monsieur Mosselin, directeur général des services, nous vous écoutons. Oui, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer donc à ces journées. Effectivement, comme le disait à l'instant Hélène Delmotte, donc je laisserai l'essentiel de l'intervention à Michael, puisque c'est lui qui porte le projet qui vous intéresse et qui est un projet original sur le volet, on va dire, social de l'intervention urbaine dans ce quartier. Simplement quelques éléments effectivement de contexte. Bon, le nouveau programme national d'intervention urbaine dont bénéficie la ville de Perpignan, ça parlera à tout le monde, effectivement, c'est une opération majeure et qui s'inscrit donc au cœur des différentes politiques publiques que l'on peut mener dans ces quartiers dits en difficulté. J'ajoute un élément, c'est que ces interventions, ce nouveau programme, et ça parlera à tous les professionnels qui nous écoutent, dans un contexte où la politique de la ville est quand même largement réinterrogée dans ses objectifs, dans ses manières de fonctionner, dans son efficacité, ses résultats. On sait qu'on a dans nos quartiers des difficultés qui parfois nous échappent à la fois à l'urbanisme, échappent à l'accompagnement social. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut effectivement recentrer nos forces. D'autant plus que Perpignan, il n'y a pas très longtemps que j'ai pris mes fonctions, Perpignan a sa propre histoire. Des quartiers qui sont aussi ancrés dans cette histoire et une composition sociologique, on va dire, en lien avec cette histoire. Donc, c'est cette particularité-là qu'il faut souligner parce que c'est quasiment, je crois, enfin unique en France, mais sous contrôle de l'ANRU, d'avoir effectivement un centre historique avec un patrimoine d'excellence, être classé en zone politique de la ville. C'est quand même effectivement une situation très particulière parce que dans l'immense majorité des villes moyennes, c'est d'abord un centre historique, enfin, un centre-ville et des quartiers périphériques qui sont classés. Là, effectivement, on est quasiment dans une stratégie un peu inverse, un classement un petit peu inverse. Donc, ce contraste-là fait que nous avons, nous, ville de Perpignan, avec l'appui de l'ANRU, cherché à reclarifier un petit peu les dispositifs de gouvernance de ce NPNRU, en essayant d'articuler un tout petit peu mieux les enjeux urbanistiques et les enjeux sociaux. C'est la raison pour laquelle les perspectives de création de régies d'insertion, de filières d'insertion, etc., peut nous intéresser. C'est un enjeu à la fois d'attractivité pour notre ville, un enjeu urbain, de diversité, un enjeu social et d'accompagnement des habitants. Donc, c'est tout ça, effectivement, qu'il faut mettre en perspective. Juste un chiffre, quand même, je ne vais pas être très long, un chiffre pour donner effectivement écho à la convention qui a été signée le 9 janvier 2020 avec l'ANRU. La subvention ANRU, c'est 33 millions d'euros. C'est évidemment très important. 112 millions d'euros d'investissement pour le centre historique, dont on va parler aujourd'hui. C'est aussi 25 millions pour un autre quartier qui est les Champs de Mars et 72 millions pour le quartier du Vernet. Donc, c'est effectivement des enjeux colossaux et il ne faut pas effectivement se tromper. Sur le centre historique de Saint-Jacques, donc peut-être que Michael parlera de quelques éléments de contexte, mais
On est sur comme je disais tout à l'heure, sur un centre particulier qui a un patrimoine important, des populations ancrées depuis des décennies, voire un peu plus. Donc, notre axe, c'est évidemment le recyclage d'îlots aujourd'hui fortement dégradés, la production de logements conventionnés libres qui permettrait de renouveler aussi un certain nombre d'offres de logement, la requalification de voirie, la création d'équipements nouveaux, c'est déjà lancé, un campus universitaire, enfin, etc. Et tout un ensemble de programmes de travail sur 2021, qui verra la finalisation d'une démolition d'un îlot pour recréer d'espace public et la poursuite de travaux de rénovation de logements. Et sur l'aspect, effectivement, volet social, on l'a réintroduit dans la convention ANRU, on l'a réactivé, et cette convention sociale sera essentiellement, justement, axée sur la participation des habitants, comment réimpliquer les habitants, comment ils prennent en charge, effectivement, l'ensemble des transformations qu'on leur propose. Et puis, évidemment, tout un ensemble de programmations, d'actions d'accompagnement social, mais au sens strict du terme. Sur l'insertion, ce sera effectivement un axe important, et c'est la raison pour laquelle Perpigne, comme on l'appelle, pourrait illustrer cet engagement en cœur de quartier. Et on a encore aujourd'hui, pour être très honnête, des calages à faire sur le plan politique et technique par rapport à ce projet, mais la ville de Perpignan s'inscrit dans cette logique et soutiendra bien sûr les projets qui viendront réactiver socialement ces quartiers dans un esprit de transformation urbaine, on l'a bien compris, mais d'accompagnement des populations et d'implication des habitants. C'est vraiment le message fort que je voulais apporter aujourd'hui, sans entrer dans le détail technique, mais je laisse Michael vous apporter tous les éléments et tous les ingrédients pour la réussite d'un tel projet. Merci beaucoup, Monsieur Mosselin, pour le rappel de ces enjeux. Et nous allons effectivement passer la parole donc à Michael Maras pour une présentation de 10 minutes, ce qui nous permettra d'avoir un temps d'échange. Monsieur Maras, vous nous entendez? Si vous pouvez activer votre micro, voilà. Merci, j'avais pour éviter l'écho. Bonjour. Il y a de l'écho, effectivement. Oui, il y a beaucoup d'écho. Ah, voilà, ça va mieux. Merci. Donc oui, bonjour, merci. Ce projet qui a connu des vicissitudes qui ne sont pas encore complètement terminées. Mais donc, j'essaie de me concentrer, mais j'ai toujours cette écoute. Oui, je vois si on peut faire quelque chose. Oui. Allez-y. Voici, je vais essayer de faire aussi. Donc, oui, alors, mais ces vicissitudes, vous allez le voir, sont salutaires finalement, puisqu'elles nous a permis d'atteindre un état de recul par rapport à l'action qu'on avait faite, qu'on avait initiée, l'action d'insertion, qui est celle de l'implantation effectivement d'un atelier textile au cœur d'un des quartiers prioritaires de ville les plus touchés par la misère, la déscolarisation et tout ce qui peut s'en suivre. Et ce projet, finalement, heureusement qu'il n'a pas démarré comme il devait démarrer, puisque aujourd'hui, il va avoir, je pense, une plus grande pertinence à travers le développement de notre activité. C'est un peu comme ça qu'on a construit cette présentation. Donc, démarrage, blocage, hypercroissance et évolution. Donc, le projet est né en juillet 2019. Nous sommes une structure d'insertion par l'activité économique. Pardon, il y a un bruit. Coupe le micro parce qu'il y a un bruit extérieur. Merci. Excusez-moi. Nous sommes une structure d'insertion par l'activité économique, qui avait une activité assez classique de prestations avec des marchés avec la ville. Et comme beaucoup de structures d'insertion, ce sont essentiellement les hommes qui sont les cibles des actions. Et si l'action d'insertion fonctionnait en elle-même, au bout de quelques années, moi je m'occupais de cette association de manière bénévole, je trouvais qu'il y avait une limite à l'action puisque on a un gros problème de déscolarisation sur ce quartier. On atteint des chiffres de plus de 80-90% d'absence des enfants, surtout d'une communauté qui est la communauté gitane sédentaire, qui est là depuis 2 siècles environ. Donc ça aussi, c'est une particularité, ce n'est pas une problématique de population déplacée ou qui viendrait d'ailleurs, ce sont bien des gens d'ici, et particulièrement d'ici, ça fait 2 siècles qu'ils sont là. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument renverser la table, et ça ne sert à rien d'insérer
avec un gros budget, une quinzaine, une vingtaine de personnes par an, quand vous en avez 80 enfants qui, chaque année, vont nourrir les bancs de l'absentéisme et devenir un public très compliqué à gérer par la suite. Oui, alors on a effectivement énormément d'écho. J'ai demandé au technicien s'il était possible de faire quelque chose. Je suis désolée pour les participants et pour vous-même, bien sûr. Si vous baissez un peu le son, peut-être. Je vais essayer. Michael, est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, on vous... Michael? Oui. Je pense que c'est notre technicienne qui vous parle, voilà. Voilà, bonjour, je m'appelle Julie. Alors, vous avez des petits soucis de micro? Alors, je vais peut-être essayer si vous avez des oreillettes. Alors, ça serait effectivement mieux de vous connecter avec des oreillettes, si vous avez la possibilité. Vérifiez que ce soit bien vos oreillettes qui soient connectées et que vous ne soyez pas encore sur le son de l'ordinateur. Parlez. Vous m'entendez mieux là? Ah, c'est beaucoup mieux. Je vous laisse comme ça. Merci Julie. Voilà, donc je vais essayer de rattraper dessus le temps perdu. Donc voilà, voilà le fondement de l'action. Bon, j'ai mon propre écho seulement, mais au moins ça ne dérangera pas les autres. Je vais essayer de le gérer. Voilà, donc l'idée était vraiment de travailler sur le public féminin pour qu'il puisse scolariser les enfants et qu'on puisse remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Voilà. Un atelier textile est né. On le voit, très modeste, au cœur du quartier, puisqu'on a un public qui n'était absolument pas mobile, qui avait une peur même qui est désigné chez eux comme le paillou, l'étranger. Tout ce qui n'est pas du quartier est étranger. Donc, on était très, 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 très loin. On a présenté les captionnaires, mais voilà la situation. On est en juillet 2019 et on rencontre un vrai succès d'estime auprès des gens du textile. J'étais très étonné qu'on puisse fabriquer comme ça, par des gens peu expérimentés en France, un joli produit, puisque c'était l'idée d'actionner la fierté des femmes du quartier en disant, voilà, je fabrique un joli produit depuis un quartier, et au lieu de cacher que je viens de ce quartier, je le revendique comme un étendard, et on est allé jusqu'à porter le nom du t-shirt, le nom du quartier sur les t-shirts. Donc, l'élu à l'époque qui était en charge du NPRU nous a fait rencontrer M. Amic de l'ANRU Coacquisition et qui a eu un vrai coup de cœur sur le projet et sur, je pense, sa pertinence économique et sociale, avec des vraies problématiques d'implantation. Comme on a dit, on est en cœur historique et de classement également, d'accès, etc. Donc, il a été décidé de choisir des acteurs locaux. Il y avait des architectes notamment, qui avaient une vraie connaissance du terrain, qui vivent d'ailleurs à côté, et qui souhaitaient eux aussi s'implanter dans le quartier. Voilà. Ça a permis de faire avancer assez vite les choses. La structure d'insertion avait une base financière très solide, la capacité de financer les études. Et on a avancé d'abord très, 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 très vite. Et vous avez aujourd'hui la première version du projet où on voulait avoir l'atelier textile, un lieu de convivialité qui serait aussi en insertion, les bureaux de la structure d'insertion par l'activité économique et des lieux de réception et de rencontres. Voilà, ce sont donc les affectations que je viens de nommer. Le projet s'enlise pour des raisons politiques. Tout bêtement, l'élu qui nous avait fait rencontrer M. Amic part en campagne municipale et puis voilà, le jeu parfois des petites histoires locales fait que le projet s'arrête pendant que nous, par contre, on développe l'activité. Donc, ce que j'explique... Hop. Ah, pardon. Pardon. Donc, il se trouve que surgit la crise Covid. Nous répondons, puisque nous sommes l'atelier textile, aux besoins criants de masques de protection. Et nous y voyons aussi une opportunité de grandir, d'avoir une certaine taille, puisqu'on s'est rendu compte lors des salons commerciaux qu'il y avait une très forte demande pour ce qu'on faisait, mais qu'il y avait un problème de taille et qui engendrait une perte de confiance. Il fallait vraiment avoir un atelier de 30-40 personnes pour pouvoir répondre aux commandes et à ce marché de la relocalisation qui commençait à peine à émerger à l'époque.
Donc, on se lance à fond dans cette activité et puis, sans s'en rendre compte, on commence à développer non pas seulement la confection textile, mais aussi la conception, la découpe, la personnalisation et la vente. Et donc, on apprend donc en fait 5 métiers et on devient un acteur un peu remarqué, sans le faire exprès presque, de la reloc textile. Et on adhère notamment au programme Résilience, qui est basé à Roubaix, qui regroupe des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion fabriquées en urgence des masques, et puis qui s'est donné ensuite la mission, en partenariat avec l'État, de prolonger la relocalisation textile française, puisqu'on se rend compte avec la crise de l'énorme besoin. Et comme Résilience identifie que le bon produit pour commencer ça, c'est le t-shirt, et que Perpigne, très modestement, faisait un t-shirt depuis quelque temps, bien voilà, la synergie se développe et on prend une place prépondérante avec d'autres dans ce groupement Résilience. Aujourd'hui, dans le cadre de ce développement, on a diversifié nos produits, on a bougé surtout lors de la crise Covid dans les beaux quartiers, entre guillemets, c'est-à-dire que le public QPV, pour des raisons pratiques de l'époque, puisque M. Mosselin l'a expliqué, nous sommes en cœur de ville, et ce public, comme beaucoup, n'est pas mobile. Et donc, on lui a trouvé son endroit qui était possible de plein pied en ville et disponible. Était un très beau ancien restaurant, sous verrière, parquet, etc. Magnifique, et dans la zone piétonne et l'artère commerçante principale de la ville. C'est la nécessité qui a fait ça, mais en fait, c'est un choix extrêmement judicieux puisque ça a accéléré la mixité. Le fait qu'on ait recruté aussi des gens d'un peu partout en insertion, mais aussi des professionnels pour avoir un niveau de production suffisant, nous a fait gagner peut-être, je ne sais pas, au moins 5 à 10 ans en termes de mixité sociale, la fierté de fabriquer un produit dont on avait besoin, de le faire dans des belles conditions, dans un bel endroit, et d'être vu dans ces quartiers d'une manière différente. L'atelier initial est resté pour la personnalisation, et vite on a commencé à se demander, mais ce projet, quand il reprendra, le projet de Saint-Jacques, quelle sera son affectation? On n'a pas envie de partir de cet outil puisqu'il les a fait progresser, mais on ne veut pas perdre notre âme non plus. Et ce faisant, dans notre développement, Résilience nous demande d'implanter avec 4 autres acteurs un outil industriel lourd, donc qui suppose d'accès à des grosses semi-remorques, donc en périphérie, donc outil qui va s'implanter à l'automne. Et là se dessine un ensemble cohérent de 3 établissements, un industriel, celui de la périphérie, un commercial, avec quand même une partie de la fabrication, et le volet immobilier de l'action d'insertion devient, lui, de manière assez évidente, un endroit d'accès à l'emploi, d'accès au métier du textile et de rencontre des créateurs qui multiplient les projets partout en France. Parce qu'effectivement, tout ce temps qui s'est délabré nous a permis de voir aussi quelles étaient les limites de l'action d'insertion, c'est-à-dire qu'on a pris un public en extrême fragilité, on lui a fait faire des progrès incroyables, mais force est de constater, pour certains, on était un peu trop loin. Alors, les résultats de l'insertion sont très très bons par rapport aux moyennes nationales, mais bon, voilà, on a une certaine exigence dans la production. Notre activité a muté, et en insertion, on essaye vraiment de jamais mettre les gens en échec. Et donc, on se dit comment faire pour continuer à embarquer le maximum de gens, les faire monter en compétences, tout en ayant une certaine exigence opérationnelle et industrielle. Et donc, aujourd'hui, le volet immobilier reste le même, c'est-à-dire l'immeuble serait le même, l'affectation à peu près identique, sauf que on serait vraiment sur de la formation, du chantier d'insertion qui permet de monter la première marche, et d'avoir un ensemble cohérent avec de la mobilité entre ces espaces. On a 3 espaces de ville différents finalement, la périphérie, le cœur de ville en difficulté, le centre historique de nos quartiers Saint-Jacques, et le cœur de ville qui va bien, zone piétonne, beau quartier, et donc une mobilité du public et de publics différents en mixité sur ces 3 lieux, et qui nous sert l'aspect insertion central du projet.
Merci. Ce que dit Mickaël, et je me permets de dire cette dernière intervention est importante parce que ce que dit Mickaël, en fait, on est dans une problématique assez complexe. J'ai tout à l'heure dans un centre historique qui est classé en politique de la ville. Alors, le but, c'est évidemment de transformer le quartier, c'est sûr, donner envie, mais c'est aussi permettre aux habitants des différents quartiers de se rencontrer, cette mixité sociale, on appelle nos voeux. Et c'est vrai que ce projet rentre aussi dans cette logique de non-ghettoisation, surtout. Voilà. C'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois de ma fenêtre. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Maras. Merci, Monsieur Mosselin. J'imagine que vous avez, que nos participants ont des questions, donc n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion, le chat ou à lever la main. Alors, je suis désolée parce qu'il y avait des jolies photos, Monsieur Maras, dans votre présentation, mais je ne les vois pas. Donc, voilà. Désolée. J'essaie de revenir en arrière quand même pour trouver une slide qui soit un peu plus jolie. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision sur ce qui vient de nous être présenté? Peut-être en attendant la première question, qui est toujours la plus difficile. Monsieur Mosselin, vous avez évoqué que le volet social serait axé sur la participation des habitants. Je pense que la question peut aussi, ensuite, Monsieur Maras pourra également y répondre. Comment vous organisez justement cette participation, cette co-construction, si je peux aller jusque-là? Moi, en tout cas, je n'ai pas de recul pour l'instant, puisque je viens d'arriver, j'ai pris mes fonctions au mois de février. La crise Covid aidant, il y a eu c'est vrai que les modalités n'étaient pas simples. Voilà, il y a eu un long tunnel de quasiment d'une année, avec le changement politique, etc. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'espère que, je ne dis pas que la crise sanitaire est derrière nous, enfin, on espère tous qu'on va pouvoir maintenant revivre à peu près normalement. Et effectivement, l'ANRU avait une exigence parce que le volet social de ce NPNRU, comme on dit, avait été un tout petit peu chointé ou pas assez activé. Donc, c'est pour laquelle donc on a désigné une nouvelle chef de projet pour animer le volet social sur l'ensemble des 3 quartiers. Et effectivement, on est en train de réfléchir à de nouvelles modes de participation. J'ai envie de dire qu'on va utiliser, pour votre question, tout le panel. J'ai envie de dire de la réunion publique jusqu'au, peut-être même au budget participatif, j'en sais rien, enfin bon, peu importe, mais il faudra certainement inventer de nouvelles formes de participation. Je prends juste un élément qui est peut-être hors contexte, mais quand même, quand on voit les dernières élections départementales et régionales, on voit bien qu'il y a une déconnexion de nos concitoyens. Donc, et dans le même temps, il y a une aspiration à être impliqué dans les projets quotidiens dans lesquels où on habite, etc. Donc, je pense qu'il faut mobiliser les habitants sur des projets qui les intéressent et qui concernent leur quotidien. Donc, effectivement, on va bien sûr les impliquer. On va démolir un îlot. Qu'est-ce qu'on fait après cet îlot? Il faudra évidemment construire avec eux les équipements, les différentes alternatives qui pourront être proposées. Voilà, une maison des projets pour effectivement porter à connaissance les projets urbains, les faire réfléchir en petits ateliers. Enfin, tout ça, c'est effectivement une émulation qu'il faudra faire vivre, mais tous les professionnels connaissent ça. Moi, je vais surtout éviter, en tout cas, c'est ce que le maire m'a demandé, c'est-à-dire d'avoir des instances participatives, de vraies instances participatives, qu'on ne soit pas consigné par des lobbies ou des ADG de ghetto, qu'on ne soit pas non plus dans la démagogie, parce que ça ne fonctionne pas non plus, mais qu'on essaye effectivement de renouer le pont avec l'ensemble des habitants, avec ceux qui veulent bien effectivement participer à cette réflexion collective. Merci beaucoup. Une question, pouvez-vous nous dire quelle est la suite? Est-ce qu'il y aura de nouvelles créations d'emplois en insertion ou une extension de la filière? Oui, tout à fait. Donc d'ores et déjà, l'outil industriel «lourd» entre guillemets sera installé en octobre en périphérie. Et vraiment, la démarche qu'on a eue, nous, on était très modestes, hein, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Les gens avec qui on travaille dans Résilience sont des acteurs du textile du Nord, qui sont bien installés, bien connus. Et en fait, on a été sans arrêt dans une espèce de course en avant
puisqu'on avait eu l'idée, on s'était construit seul, on ne s'était pas imaginé en réseau, tant mieux, et on participe pleinement à ce réseau. Mais dès le début, on a procédé à une intégration de la chaîne de valeur, c'est-à-dire on essaie de contrôler le plus de phases de l'activité pour pouvoir être agile. Et dans le cadre de ce développement, ben, quand on fait 5 métiers, à tous les métiers, on recrute. Donc, il y aura une vingtaine de postes en 6 mois entre octobre et février. Et puis, lorsque le pôle sera construit, on va faire venir un chantier d'insertion qui existe déjà. Ce n'est pas nous qui avons le développé, mais pour le renforcer, faire venir d'autres publics. Oui, donc on pense qu'on devrait atteindre une centaine de salariés d'ici moins d'1 an. D'accord. Et pardon, excusez-moi, Oui, très important, j'ai oublié de dire quelque chose d'essentiel. Dans le pôle industriel, on fait un rapprochement un peu inédit entre entreprises d'insertion et entreprises adaptées. Donc le handicap, avec un groupe qui s'appelle DSI, qui emploie 1200 personnes en France. Parce qu'on pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre, parce que, alors nous, on a un public qui est en extrême précarité, mais quitte à être un peu provocateur, on est arrivé à un tel stade de misère et de fermeture et de ghetto. C'est un ghetto incroyable parce qu'il est à ciel ouvert, ce quartier Saint-Jacques, que nous, on ose parler de handicap social. C'est qu'on a des gens, nous, on a vu les corps des femmes qui travaillent chez nous en 7 à 8 mois de travail évoluer, changer. Parce qu'elles étaient, je veux dire, la misère et l'enfermement, ça pose des vrais problèmes cognitifs. On en est là, sur ce public qui est en une situation extrême. Les écrans, là, sont des gens essentiellement, qui prennent plus de repas en commun. Enfin, la situation est assez catastrophique. Et on a beaucoup de choses à apprendre de toute façon au-delà de ces cas extrêmes, de ces deux milieux. Et voilà, donc on a ce rapprochement qui est inédit, sur lequel on attend beaucoup. très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était effectivement une information extrêmement importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou prises de parole? Juste pour compléter ce que dit Oui, Mickaël, mais pour prolonger, c'est vrai que ce quartier, il a des spécificités. Donc, on a bien vu en centre historique, avec un patrimoine très important. Donc, c'est comment on articule tout ça, intervention urbaine, sauvegarde du patrimoine, etc. Et concernant les populations, c'est vrai que les enjeux sociaux sont considérables. La ville de Perpignan est particulièrement concernée par des indices de pauvreté qui sont très inquiétants. Donc, c'est vrai que les enjeux d'insertion sont évidemment au cœur de nos politiques publiques. C'est évident que si on réussit un tant soit peu là-dessus, on réussit quand même sur le reste aussi. On a aussi des questions de scolarisation des enfants dans ces populations Saint-Jacques et d'insertion des jeunes. Alors, on va essayer de bâtir avec la régie, mais pas seulement avec la régie, mais enfin, ça ne s'appelle plus la régie Sud d'ailleurs maintenant, mais un autre nom. Mickaël, tu peux me redire, vous appelez… ESS Perpi, voilà, c'est ça. Voilà. Allez, c'est un peu plus vif. Voilà, bâtir une politique d'insertion peut-être un petit peu mieux organisée, qui permettrait de favoriser cette mixité, favoriser l'insertion effectivement des jeunes qui sont sur ces quartiers, en les faisant aussi bouger les quartiers, parce qu'il faut qu'ils sortent aussi de leur environnement. Voilà, c'est tout ça l'enjeu qui nous attend en 2022. J'espère qu'on va pouvoir construire en accompagnant d'un projet aussi structurant, accompagner aussi des chantiers d'insertion, accompagner d'un certain nombre d'éléments qui pourront nous amener en fait effectivement à avoir un accompagnement social plus serré, plus efficace. C'est vraiment le dernier slide. On m'a demandé de voir ce qu'on pouvait retenir du projet. Si on peut aller au dernier slide. Oui, mais 3 mots, c'est… Je pense. Oui. Voilà. Non, la fin. Ah, pardon. Oui. Ah non, là, c'est quand même merci. Juste avant, ce qu'on doit retenir. Oui, voilà, non, pardon, c'est ça. Et M. Moncelin l'a évoqué d'une autre manière. Effectivement, on aurait tendance à avoir un réflexe un peu simple de dire, bon, ben, je veux traiter un public UPV, j'implante un outil chez eux et ils travaillent dedans. Et pour des circonstances qui m'ont complètement échappé, hein, pour des contraintes de temps, de Covid, de lieu, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça, et c'est ce que je disais au tout début de l'intervention. Les anglo-saxons, ils ont un mot pour ça, il n'y a pas d'équivalent en français, ils appellent ça la serendipity, c'est-à-dire les choses arrivent, on ne les avait pas prévues, et si on sait les regarder et comprendre ce qu'elles nous disent, eh ben on peut tirer des leçons. Et ce projet, pour nous, c'est ça, c'est-à-dire que
Ben, si ça s'était pas passé comme ça, on serait peut-être passé à côté de quelque chose. En ayant comme ça trois établissements de manière dynamique avec un public qui va bouger, en fait, on se rend compte qu'on sera allé beaucoup plus vite, qu'on va beaucoup plus vite et qu'on a de grands résultats, beaucoup plus efficaces que si on avait simplement ciblé un public en mettant un bâtiment là où il est et sans qu'il bouge. Merci, merci infiniment. Merci Monsieur Marès, merci Monsieur Mosselin pour cette présentation, pour ce très beau projet. Nous arrivons déjà au terme de notre session, mais nous vous souhaitons bien sûr une très belle continuation sur ce projet et également donc pour les GRU 2021. N'hésitez pas à retrouver tous nos intervenants et plein d'informations et d'échanges sur le site qui est dédié. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée.